Votre son est bien allumé? Fonctionne, oui. C'est bon, ok. Allez, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau YouTube Live, le numéro 19 maintenant. Donc pour ce mois d'avril, juste après Pâques. Donc ce mois d'avril, pour Ayurveda et Conscience, on a mis en particulier l'honneur sur la conscience, sur le développement spirituel. Donc ce mois-ci, on commence cette semaine avec l'enseignement du yoga, les bases du yoga avec Lilian Faure. Ça commence demain pendant 2 jours. Puis l'enseignement des mantras et de la méditation avec moi ce week-end pour les personnes qui seraient disponibles ce week-end et qui voudraient se former à cette pratique. À la fin du mois, on a une puja avec Srijit Namputiri. Une puja, c'est un rituel hindou qui permet de bénir et d'augmenter les énergies d'une personne et d'envoyer des énergies positives pour la réalisation de cette personne. Donc, ça va être une puja collective qui va avoir lieu le dimanche 30 avril en honneur à la déesse Lakshmi. Et les inscriptions sont en cours si vous souhaitez participer à cet événement qui aura lieu à Paris. Et surtout, ce mois-ci, on a un stage de prana-thérapie qui est un soin énergétique qui donc utilise le prana. Donc, on va avoir ce stage qui aura lieu du 29 au 30 avril avec Antoine Delabarre, que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui pour ce YouTube Live. Donc, il va tout vous expliquer sur qu'est-ce que la pranathérapie et en même temps, il va répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées pour le YouTube Live. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui avec notre invité surprise, Antoine Delabarre. Bonjour Antoine. Bonjour Joyce, merci. Oui, invité surprise, c'est bien. J'aime bien les surprises. Surtout quand elles sont bonnes. Ah bah oui. Est-ce Bon, que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous en êtes venu à la pranathérapie, votre d'accord. parcours? Oui, bon, je pense que on a tous effectivement un parcours bien particulier. Pour moi, ça semble être par hasard et puis effectivement, ce n'est pas par hasard. Mais sur mon chemin personnel, qu'on peut qualifier de spirituel ou en tout cas de développement, à un moment, je me suis retrouvé confronté à, on va dire, comment dire, des sensations, des expérimentations que moi j'avais, que je ne pouvais pas vraiment expliquer et qui se situaient plutôt donc de l'ordre de l'invisible, ce qui m'a effectivement interpellé et m'a fait penser qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, mais qui existait, qui était de l'ordre de l'invisible, mais qui était réel, concret et qui avait une influence. Et c'est ça qui m'a ouvert vers mes perceptions, qui m'ont demandé à, comment dire, à chercher des explications. Et comme j'habitais à Londres à cette époque de ma vie, j'avais accès à une multitude d'enseignants, d'intervenants, de conférences, de salons. Et donc pendant 1 an, je me suis complètement baigné de toutes sortes de connaissances liées à l'énergie, au prana et aux soins énergétiques en particulier et la méditation. Donc tout ce qu'on pouvait faire en lien avec l'énergie. De là, pour quand même aller un peu en mode rapide, mais effectivement, j'ai fini par tomber sur la pranathérapie. Quand j'ai connu la pranathérapie, tout de suite, ce qui m'a interpellé, c'est que il y avait des explications concrètes par rapport à ce qui se passait. Et surtout, on ne me demandait pas de croire aveuglément à quoi que ce soit. Donc, tout était en fait finalement vérifiable, c'est-à-dire que le praticien est appelé à vérifier par lui-même ce qui se passe au niveau de l'énergie. Donc, ce n'est pas une méthode où on vous dit, bon, ben voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, ne me pose pas de questions, fais comme on te dit, tu verras, c'est merveilleux. Non, on dit, alors, voilà, ce qu'on a observé, c'est ça, ça et ça, et maintenant, validé par vous-même. Donc, ça, c'est une ouverture que moi, j'ai beaucoup appréciée personnellement. Ça m'a permis de faire mes propres expérimentations sans me sentir dogmatisé voilà, dans un mouvement ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, c'était vraiment critique. Et donc, j'ai trouvé ça dans la pranathérapie. Et c'est ça qui m'a vraiment fait cliquer, on peut dire. Donc, c'est une pratique qui en fait est assez concrète, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il faut comprendre que la pranathérapie vient d'un maître spirituel qui s'appelle Master Choa Koksui, et que cet homme était lui-même, c'était un ingénieur, et donc il était très axé sur l'explication. C'est-à-dire, si on observe un phénomène, même si aujourd'hui on n'a pas réussi encore à déterminer les raisons, parce qu'on a peut-être un manque de clarté au niveau de ce qui est effectivement, on va dire, d'une technologie énergétique, eh bien, il y a forcément une explication quelque part. Donc lui, il a cherché en fait à rendre quelque chose qui est de l'ordre du sensible, de l'invisible, le plus concret, et donc développer des techniques de soins très pragmatiques, c'est-à-dire avec des étapes, et on peut suivre un protocole, un processus, et du coup on ne se perd pas trop en route en étant uniquement en termes d'intuition et de sensibilité. On a quand même, on va dire, une roadmap, quelque chose qu'on peut suivre et qui nous permet vraiment de comprendre, voilà, et de tester par nous-mêmes et de valider par nous-mêmes. Donc, voilà. D'accord. Donc, en fait, il s'agit de soins énergétiques qui sont structurés et qui amènent à des résultats concrets chez la personne. Oui, tout à fait. Et donc ça, après, ça peut s'appliquer. Alors après, bien sûr, il y a une multitude de cas. Chaque cas est unique. Dans la vie de la personne, il faut bien sûr considérer la personne dans son ensemble. Ce n'est pas juste résoudre, on va dire, par exemple, on peut avoir des maux de tête, mais des maux de tête, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va aller à la racine du problème. Et l'idée, c'est de faire une sorte d'état des lieux énergétiques pour ensuite comprendre là où il va y avoir des déséquilibres dans le corps énergétique de la personne. Donc, plutôt que d'aller très rapidement à une conclusion dans ah d'accord, donc on a observé ce phénomène. Ah, non, on va aller quand même derrière ça pour voir effectivement tous les endroits où pourrait y avoir des déséquilibres énergétiques. Et là, effectivement, on va pouvoir découvrir des choses parfois qu'on n'avait pas imaginées. Donc, c'est bien d'avoir on va dire, d'être ouvert d'esprit et de ne pas aller trop rapidement, comme parfois, voilà, parfois on peut le voir on va dire, dans la médecine traditionnelle, qu'on appelle traditionnelle maintenant aujourd'hui chez nous, où voilà, un phénomène est observé et de suite on donne la solution pour ce problème-là. Mais en fait, le vrai problème, je ne sais pas, environ 50% du temps, en fait, il est en dessous, il est ailleurs. Et si on n'a pas cette forme d'humilité presque, voilà, et de prendre le temps d'aller voir vraiment ce qui se passe avec la personne, donc là, à ce moment-là, on peut passer à côté. Et c'est pour ça qu'on a souvent des cas de personnes qui ont des problèmes récurrents et qui viennent nous voir, qui disent, mais je ne comprends pas, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et ça ne marche toujours pas, et ça recommence. Et oui, puisqu'on n'a pas agi à la racine du problème. D'accord. Donc, il s'agit d'un soin holistique, en fait. Oh oui, complètement, oui, oui. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui ça concerne, quels bienfaits on peut en D'accord. retirer et dans le stage qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre? D'accord. Bien, en fait, il y a plusieurs types de personnes qui s'intéressent à la formation de pranathérapie, de mon expérience. Il y a des personnes qui souhaitent tout simplement acquérir une technique efficace pour travailler avec l'énergie, soit pour travailler sur soi, donc activer sa propre, on va dire, guérison, voilà, son propre bénéfice, ou sur les autres. Donc là, on est purement dans une approche, on va dire, d'acquisition de compétences thérapeutiques. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles n'ont pas forcément un appel dans ce type de voie, d'aller, on va dire, soi-disant, guérir le monde, etc. Mais elles ont envie de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sensation qu'il y a quelque chose, il y a une énergie, qu'il y a plus que ce que je vois avec mes yeux physiques. Et comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Et de pouvoir justement accroître sa conscience en utilisant la connaissance de l'énergie. Donc, par exemple, au niveau des relations qu'on peut avoir tous les uns avec les autres. Euh, Quand on commence à comprendre que chaque chose est énergie, que chaque mot, chaque parole, chaque geste, chaque regard, chaque pensée est une forme d'énergie, et même chaque émotion, alors là, on rentre dans un système de conscience où on peut commencer à réellement prendre responsabilité pour ce que nous créons individuellement. Quand je crée une pensée, je crée aussi une certaine forme d'énergie. Ou quand, par exemple, je choisis une croyance, je me positionne et dans mon corps énergétique, il se passe des choses.
quand je vais à la rencontre d'une autre personne ou quand je vais dans un autre lieu, mon énergie se retrouve, on va dire, en contact avec l'énergie du lieu, avec l'énergie des autres personnes qui sont là. Chaque personne pense, ressent et croit voilà, ce qui est propre à elle-même. Et tout ça, on peut imaginer que ça crée une complexité assez intéressante. Mais ce qui compte, c'est pouvoir prendre responsabilité pour sa création énergétique, si on peut dire. Et bien sûr, en fonction de ce que je crée au niveau énergétique en moi, je vais avoir un impact considérable sur ma santé. Donc, globalement, donc, ça ouvre tellement, tellement de portes que finalement, on peut trouver des personnes qui ne, voilà, pas forcément souhaitent être thérapeutes, on va dire, mais qui souhaitent comprendre davantage pour simplement vivre mieux. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on peut y aller pour travailler sur soi et améliorer nos créations énergétiques en choisissant nos pensées, nos émotions, et donc, Oui, en même temps de se soigner avec le prana, réussir à mieux s'aligner avec ce qu'on souhaite avoir dans notre vie ou pas. exactement. En fait, c'est une certaine forme de, c'est quelque part de mon point de vue, c'est prendre ses responsabilités tout simplement. C'est-à-dire ne plus se percevoir en tant que victime ou alors il se passe ça en moi, mes pensées, voilà, sont, moi voilà, c'est mes pensées qui choisissent, ce sont mes émotions qui choisissent. Non, en fait, les émotions et les pensées sont créées par moi, donc je reprends, on va dire, possession de mes moyens et j'arrête de me positionner en victime pour vraiment prendre mes responsabilités et vivre une vie que moi, personnellement, j'appelle authentique. Parce que de cette façon-là, j'arrive à percevoir ce que je suis vraiment. Donc pour moi, ça, c'est personnellement, en tant qu'individu, c'est tout mon travail et toute ma vocation. C'est ce chemin vers l'authenticité. Et du coup, la pranathérapie est un outil vraiment étonnant et très, très riche pour au moins voilà, démystifier toutes ces choses au niveau de l'invisible, au niveau de l'énergie et arrêter finalement de tourner en rond à travers des histoires, des drames qu'on se raconte, parce que tout ça, ça fait partie de la vie, mais à un certain niveau. Donc là, que l'invitation, c'est d'aller à un autre niveau, avec plus de conscience, et voilà, de voir ce que je peux, moi, en extraire, de manière à me libérer de schémas, de conditionnements, de répétitions, qui réellement me bloquent finalement dans ma vie. Hmm. Pour moi, voilà, pour moi, en tout cas dans mon travail d'accompagnement et d'enseignement, c'est vraiment ça voilà, c'est ma motivation ultime, c'est de pouvoir donner une forme de libération, de guérison à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement, tout simplement. D'accord. Ça paraît simple comme ça, hein. Oui, tout à fait, ça paraît simple et clair. Du coup, si vous êtes d'accord, on va passer au thème qu'on a choisi, donc aux personnes qu'on a choisi d'aider avec un peu vos insights, les idées que vous auriez par rapport aux problématiques qui nous ont posées. D'accord. Donc, on a d'abord donc une dame qui nous a posté une question pour sa fille, donc qui s'appelle Célia, qui a 29 ans et qui a tout le temps des problèmes de mycose vaginale et des douleurs pendant les rapports. Et elle se demande comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc bien sûr, moi je vais répondre en Ayurveda, mais au niveau Mhm. énergétique, quand on a ce type de problématique, quels sont les premiers conseils qui vous viennent? D'accord. Donc, bon. Alors, c'est toujours une approche, on va dire, multiniveau. C'est-à-dire que là, il y a un réel problème physique qui a été constaté. Donc ça, effectivement, on peut... de toute façon, il y a une chose que je dois dire aussi également, c'est que la pranathérapie est une technique de soins énergétiques et qu'en aucun cas, elle est là pour remplacer la médecine, on va dire, conventionnelle, et qu'elle vient en ajout et en complément pour la rendre effectivement plus efficace. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a déjà effectivement une forme de traitement, et j'imagine que c'est certainement le cas. Et là, certainement, ce qui se passe, c'est que malgré le traitement, le problème existe encore. Donc, voilà. Après, donc, il y a en général une sorte de bilan qu'on peut faire avec la personne pour voir voilà, ce qui ressort de la vie de la personne. Parce que cette personne a ce problème-là, il y a peut-être quelque chose d'autre, pas justement le problème qui est à la surface, qu'on peut observer, mais comme je disais tout à l'heure, à la racine du problème, il peut y avoir autre chose. Donc, énergétiquement, on va
en pranathérapie déjà, ce qu'on appelle scanner, c'est-à-dire qu'on va en fait vérifier, on travaille avec nos mains en pranathérapie, mais sans toucher le corps physique. C'est-à-dire qu'on ressent ce qui se passe au niveau du corps énergétique uniquement, qui est l'enveloppe autour du corps physique. Donc, à partir de là, on va pouvoir s'orienter sur différentes choses. Mais là, dans ce cas-là, quand on parle de ce problème en particulier, effectivement, on peut imaginer qu'il y a certains chakras, donc des centres énergétiques dans le corps énergétique de cette personne, qui vont certainement être, on va dire, entre guillemets, malades, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne fonctionnent pas harmonieusement. Par exemple, ils ne reçoivent pas suffisamment d'énergie. Ou ce qu'on trouve parfois, c'est que le chakra, on l'appelle hyperactif, c'est-à-dire que si on imagine chakra, ça veut dire en sanskrit, ça veut dire c'est la roue qui tourne en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde les chakras de manière clairvoyante, on les voit comme une sorte de roue qui tourne. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, en fait, cette fréquence est trop élevée. Et le chakra n'arrive jamais à avoir toute l'énergie dont il a besoin pour fonctionner harmonieusement. Donc on a besoin entre guillemets, de calmer le chakra en question pour qu'il puisse, on va dire, tourner ou vibrer, si vous voulez, à sa vibration naturelle pour qu'il retrouve son état d'équilibre. Et à ce moment-là, le corps physique, qui lui a une capacité de se guérir, de s'auto-guérir, ça c'est observé, on peut en parler, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est une évidence mais qui est souvent oubliée. En fait, donc, il suffit de rétablir l'équilibre énergétique pour que le corps physique, lui, reçoive l'énergie dont il a besoin pour s'auto-guérir. Et parfois, c'est simplement, c'est tout simple en fait. Mais voilà. Donc là, en l'occurrence, sur le chakra en question, évidemment, on pense tout de suite au chakra sacré, ou qu'on appelle sexuel en pranathérapie, qui est donc au niveau du système reproductif. Et là, on va avoir besoin de faire un grand nettoyage énergétique et ensuite redonner de l'énergie pour que ce chakra il retrouve son équilibre naturel. Et après, donc, il y a en termes de fréquence de soins, bon, ben là, il faut suivre la personne un petit peu pour voir combien de fois on a besoin de répéter le traitement, en fait, on va dire comme un traitement classique, si on peut dire. Parce qu'on ne peut pas non plus imaginer, je pense que ce serait un petit peu simpliste d'imaginer que à chaque fois, on va faire un soin et tout va être réglé. Ce serait d'imaginer qu'on va voir un docteur avec n'importe quel problème et le docteur nous donne un comprimé, on rentre chez soi, on prend le comprimé et tout est fini. Ce serait génial, mais bon, c'est souvent pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Merci pour donc cette personne. On va passer il y avait une question sur les capacités extrasensorielles. Donc d'une personne qui demande comment peut-on savoir si l'on a des capacités extrasensorielles et comment peut-on faire pour les affiner? Quelle serait l'expérience ou l'apport de la pranathérapie sur ce sujet que vous avez eu? D'accord. Je pense que cette personne, on peut déjà lui conseiller de prendre vraiment le temps d'explorer ça. Et le temps, ça veut dire aussi de l'espace et du silence. Pour ma part, c'est sûr que ça a été une clé très, très importante, de prendre un temps de retraite et d'avoir vraiment du temps pour soi. Je pense que la méditation est un très bon moyen d'affiner ses perceptions et de recevoir, en fait, entre guillemets, des messages, des visions, des intuitions qui vont ensuite pouvoir être validées lorsqu'on n'est plus en méditation, lorsqu'on est dans la vie, et de faire ce lien entre les deux. Dans le cadre de la pranathérapie, il y a une méditation qui est un outil fabuleux qui s'appelle la méditation des cœurs jumeaux. On pourrait passer une journée entière pour parler de la substance derrière cette méditation, parce que c'est réellement un outil incroyable quand on dissecte chaque c'est une méditation guidée qui a été faite par Master Choa Kok-Sui. Mais là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir déjà se nettoyer énergétiquement, donc on pourra accroître sa sensibilité, puisqu'on a moins d'obstacles. Et du coup, les choses vont pouvoir venir spontanément et de manière sûre et saine, sans exagérer quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je pense que c'est, pour moi en tout cas, un chemin voilà, qui doit se faire aussi avec douceur. Parce que si on veut aller trop vite, trop rapidement, et qu'on a trop de volonté, en fait, c'est pas ça qui va faire que ça marche. En fait, ça va marcher plus dans le lâcher-prise et dans l'accueil. Et c'est pour ça que la méditation, pour moi, est un outil fabuleux pour affiner ses ressentis
et constater dans sa vie de tous les jours qu'effectivement, il se passe des choses qu'on pourrait qualifier d'inexpliquées, mais qu'on les ressent. Et c'est à travers notre ressenti qu'on va valider justement la véracité de ces choses. Donc, par exemple, les synchronicités. Voilà, il y a des gens qui sont les témoins de choses qui se disent, ah, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Mais en fait, pour euh, accroître la confiance en soi à ce niveau-là, je pense qu'il est nécessaire simplement d'être, comment dire, euh, on va dire éveillé, c'est-à-dire de rester là en observation, de ne pas s'endormir et de rentrer dans des routines ou un mode robotique de vie, mais au contraire de rester un petit peu dans la gratitude, dans l'accueil, voilà. Et quand je suis dans cet état-là, en fait, les choses, je les vois avec beaucoup plus de clarté, y compris, bien sûr, tout ce qui est intuition et voilà. D'accord, merci. Ensuite, le troisième sujet qu'on avait décidé d'aborder, c'est celui sur l'alimentation, le prana et les soins énergétiques, puisque l'alimentation, il y a beaucoup de questions dessus en Ayurveda. Est-ce qu'il y a des guidelines en pranathérapie sur l'alimentation, des choses qu'on aurait à savoir? Oui, 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 bien sûr. Bon, de toute manière, comme chaque chose est énergie, chaque aliment est énergie également. Donc, on va rechercher des aliments qui vont, on va dire, avoir un maximum de prana, mais de bon prana, bien frais, plein de vie, parce qu'en fait, finalement, le prana, c'est la vie quelque part. Donc, évidemment, tout ce qui est, on va dire, légumes et fruits frais, ce sont des choses qui sont pleines d'énergie. Donc après, on peut parler bien sûr de plein de choses dans ce domaine-là qui est très riche, mais par exemple, on peut regarder le fait de manger donc des légumes ou plutôt de la viande, des choses qui ont été modifiées, etc. Donc c'est toute une chaîne de production. Donc plus on va être proche on va dire de l'accès direct au prana, qu'on peut schématiser en parlant de lumière par exemple, eh bien, on va se dire que là, voilà, là, on est vraiment dans l'exquis, on va dire. Donc une pomme que je prends de l'arbre et que je mange, c'est difficile de faire mieux. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi on parle par exemple, d'être végétarien souvent dans tout ce qui est pratique spirituelle? C'est assez simple en fin de compte si on regarde ce qui se passe. Tout ce qui est végétal va se nourrir essentiellement de lumière. Ça vient donc la lumière du soleil, etc., et les nutriments qu'on va retrouver dans la terre. Les arbres, les végétaux en général se nourrissent du soleil. Et les animaux, eux, au contraire, de quoi ils se nourrissent? En fait, eux, ils se nourrissent des végétaux. Donc, en général, pas tous, ou de la viande. Donc, de toute manière, on voit que la source d'énergie d'un aliment n'est pas la même. Donc, la source d'énergie de tout ce qui est légumes est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus fine. Donc ça va avoir un impact sur la santé, mais ça va sur notre capacité à penser, notre capacité à méditer. Donc dans toute pratique spirituelle, c'est pour ça qu'on retrouve la recommandation d'être végétarien si possible. D'accord, merci. Dans la liste des questions, il y a une personne qui souffre d'anorexie. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à cette personne qui souffre d'anorexie? Hmm. Là, je crois qu'on est typiquement dans un cas où on a besoin de vraiment regarder encore une fois la vie de la personne dans son ensemble. Parce que c'est très dangereux de faire des raccourcis. On finit par mettre les gens dans des boîtes avec des étiquettes à juger et souvent à donner une solution très rapide qui ne fonctionne pas. Donc, personnellement, je tiens à faire attention à ne pas faire ce genre d'erreur. Euh, donc, je pense que il y a quelque chose de l'ordre. Évidemment, on voit l'anorexie comme un problème physique, mais ça, c'est vraiment la surface. Il y a, en fait, la question, c'est se nourrir. Donc, est-ce que je fais des choix qui sont nourriciers pour moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui m'incite à me nourrir? C'est-à-dire, en fait, à prendre soin de moi. Alors, il y a plein d'aspects là-dedans. C'est est-ce que j'en vaux la peine? Donc, on va toucher à plein d'aspects qui sont quand même très difficiles à évoquer comme ça, de but en blanc, surtout sans être avec la personne elle-même. Puisque quand on va être en présence de la personne, on va pouvoir aussi avoir des sensations au niveau de son énergie, la façon dont elle parle, etc.
Donc comme ça, effectivement, entre guillemets, sur papier, je pense qu'on parle plutôt d'un soin de pranathérapie, de ce qu'on appelle la psychopranathérapie, c'est-à-dire qu'on va travailler plutôt sur des énergies qui sont liées au mental et à l'émotionnel, plus que sur le physique. Ça, ce sont des choses, voilà, quand à un certain niveau de pranathérapie, on devient très précis dans le type de prana qu'on utilise pour aller travailler sur différents chakras. Et donc, on a des pranas qui vont avoir des capacités, on va dire, euh, qui vont avoir la capacité de dissoudre ou de transmuter certaines choses dans le corps énergétique de la personne à certains endroits pour pouvoir en fait éliminer, on va dire, on va juste schématiser, des formes de parasites qui perpétuent un type de comportement, une façon de penser, une façon de me voir, moi, par rapport aux autres ou dans ma vie. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais on peut avoir dans nos corps énergétiques des... Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais Des formes de euh, parasites, en fait, c'est ça? oui, ce sont des sortes de parasites qui se nourrissent de notre énergie à notre insu, mais qui vont justement perpétuer des comportements qu'on a identifiés. Cette personne, j'imagine qu'elle doit dire, bah, moi j'en ai marre, j'ai plus envie de me retrouver dans ce cycle, j'ai envie d'arrêter tout ça, j'ai envie d'être libre. Voilà, c'est certainement, j'imagine, ce qu'elle se dit, cette personne, ou ce qu'elle dit aux autres. Mais pourquoi il y a encore et encore ce comportement? Donc là, on a besoin, encore une fois, d'aller à la racine du problème et d'aller, entre guillemets, extraire ou transmuter des choses dans le corps énergétique de la personne qui vont la libérer. Et d'un seul coup, c'est pour ça que souvent, on parle de miracle, parce que donc, le premier livre, je crois, de Master Choa Kok Sui s'appelait en anglais Miracles Through Pranic Healing, donc des miracles à travers la pranathérapie. Pourquoi? Donc parce qu'il disait, mais en fait, le miracle, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène naturel, mais dont on n'a pas encore réussi à trouver les explications. Un miracle n'est pas contre la nature. En fait, c'est la nature. C'est juste que nous, on n'a pas encore compris les intrications de comment ça marche ce truc. Donc, c'est notre propre limite qui définit le miracle. C'est pas que ce n'est pas naturel. Donc là, effectivement, cette personne, elle peut se retrouver dans on va dire, un schéma de soins, de pranathérapie au niveau émotionnel, psychologique, qui va effectivement avoir un effet extraordinaire après au niveau physique. D'accord, très bien. Écoutez, Antoine, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Donc, on peut du coup vous retrouver à Paris le Oui, 29 et 30 avril. Donc, on va voir tous les niveaux de base, tous les enseignements de base de la pranathérapie, n'est-ce pas? c'est ça. Et donc, c'est un stage qui est uniquement disponible en présentiel. Donc, à la fois pour des Oui. personnes qui voudraient l'utiliser en thérapie, mais aussi des personnes qui voudraient se soigner. Oui, c'est ça. Et en fait, la raison pour laquelle on est en présentiel, essentiellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Et donc, on pratique les uns sur les autres, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'acquérir une compétence, c'est vraiment de l'expérimenter. Donc, voilà. Donc, très rapidement, en fait, dès la première matinée de formation, on va déjà, voilà, hands-on, comme on dit, voilà, on travaille, on ressent des choses, on apprend à vraiment utiliser l'outil physiques qui sont nos mains, de manière à affiner nos perceptions pour pouvoir voilà, travailler en tant que pranathérapeute. Donc c'est pour ça, c'est finalement une formation qui est très ludique. On s'amuse beaucoup en fait, parce que découvrir le prana et découvrir qu'on a tous la capacité de ressentir cette énergie. Ce n'est pas juste, voilà, souvent les gens imaginent que ce sont seulement certaines personnes qui ont un don extraordinaire et qui peuvent agir en tant que thérapeute, en tant que guérisseur, en tant que travailleur énergétique, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Nous avons tous cette capacité, nous avons tous un corps énergétique, nous avons tous la capacité de nous connecter d'une manière ou d'une autre pour recevoir, être guidés et affiner ses perceptions. Nous avons tous ces mêmes capacités. Évidemment qu'on va retrouver après certaines personnes qui ont peut-être plus de talent que d'autres, comme dans toute discipline. Mais tout le monde a la capacité de marcher, de courir, de peindre, de parler, etc. C'est ensuite une question de pratique, une question de motivation et d'inspiration.
Il y a certaines personnes qui vont se sentir vraiment inspirées et appelées. Elles ont envie d'en savoir plus, elles ont envie de comprendre davantage et pourquoi pas se mettre au service des autres aussi dans ce domaine-là. Donc, voilà ce qu'on fait dans la pranathérapie. Donc, c'est souvent, comment dire, une formation qui va permettre vraiment d'ouvrir les yeux sur des tas de choses qui jusque-là étaient totalement mystérieuses. Et oui, c'est très amusant. C'est pas seulement intéressant, on peut aussi s'amuser et aussi avoir une certaine légèreté et se rendre compte qu'on peut après justement ressentir beaucoup de choses. On peut apprendre à travailler à distance, par exemple. Donc, par exemple, on peut aussi affiner des perceptions par rapport à une situation pour pouvoir comprendre si cette situation est juste pour moi ou pas. Voilà, donc ça, c'est Donc, des ça donne de la extensions. clarté. Oui, beaucoup de clarté dans sa vie pour, voilà, quelque part s'auto-guider et arrêter de répéter des choses qui ne vont pas dans le sens de mon épanouissement personnel. D'accord. Ben, parfait. Donc, on se réjouit de vous retrouver donc, à la fin du mois d'avril à Paris. D'ici là, on vous souhaite de magnifiques vacances au Portugal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses, vos apports. Avec Et joie. donc, à très bientôt donc chez Ayurveda et Conscience. Parfait. Merci, Joyce. Bonne journée à Merci. tous. Au Je revoir. vous laisse vous déconnecter. Donc voilà, je tenais à vous présenter Antoine Delabarre qui est praticien en pranathérapie, qui vous explique de manière un peu plus concrète qu'est-ce que les pranathérapies et comment ça peut s'appliquer aux différentes problématiques même qu'on a dans le YouTube Live. Donc les inscriptions sur le stage sont à contact@ayurveda-conscience.fr. Donc le stage coûte 210 €, dure 2 jours. Et en plus, à la fin de la deuxième journée, c'est là où on a la puja avec Shriji, si vous souhaitez aussi vous inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir ce week-end-là à Paris parce que vraiment, ça vaut le coup. On a un très beau combiné énergétique pour que vous puissiez améliorer votre épanouissement et résoudre des problématiques. Maintenant, à nos questions. Alors, bonjour, pourriez-vous me dire où je peux acheter du Mahatiktaka Grita et du Sariva, s'il vous plaît? Alors oui, vous pouvez en acheter sur www.la-boutique-ayurvédique.com ou sur www.la-boutique-ayurvédique.com. Comment préparer et utiliser le ghee en interne pour les problèmes de rougeur? Alors, le ghee, vous prenez du beurre. Et là, je n'ai pas trop de conseils sur la marque parce que ça dépend vraiment des saisons. Donc, prenez du beurre. Et ensuite, vous allez l'écumer. Vous allez le mettre dans une casserole que vous allez faire bouillir à feu doux. Vous allez faire bouillir à feu doux le beurre. Donc, et vous allez écumer toute la mousse qui va apparaître. Et pour savoir le temps d'écumage, il faut mettre des grains de riz avec le beurre. Et quand les grains de riz deviennent marrons, il faut que vous cessiez d'écumer. Après, vous filtrez. Moi, je fais ça avec un filtre à café et vous avez votre ghee. Alors, je vais reprendre la question. Bonjour, j'aimerais savoir comment aider ma fille Célia, qui a 29 ans, a toujours des problèmes de mycose vaginale et des douleurs pendant les rapports. Donc, en Ayurveda, lorsqu'il y a des mycoses récurrentes, on enlève le sucre blanc. Donc, il faut qu'elle fasse attention de manière sérieuse à son alimentation. Ensuite, elle peut prendre en interne du Nîmes. Alors, c'est une plante qui est un petit peu forte. Donc, elle peut prendre du Tripala en même temps pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur le transit. Et en lavement, faire des lavements internes, moi, je conseille un mélange d'eau de rose, vinaigre de cidre, de l'argent colloïdal et un petit peu de bicarbonate de soude. Et ça, si la mycose est très forte quotidiennement, sinon plusieurs fois par semaine, et ça assainit le terrain et ça désinflamme. Moi, j'en suis très contente de ce mélange-là. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Et j'ai remarqué que vous avez bien écouté le dernier YouTube Live. J'ai que des questions qui sont bien posées, merci beaucoup. Plein de formules de politesse, je vous remercie.
Donc oui, je vais bien, merci. Je me permets de vous poser plusieurs questions ayurvédiques, dont une pour votre talent de médiumnité. Alors, première question, est-il utile nécessaire de faire tremper les céréales telles que le riz, le sarrasin, le quinoa, le millet dans l'eau pendant plusieurs heures avant cuisson? En l'occurrence, non. Pour les questions que vous m'avez posées, je vais répondre avec les 5 éléments en fait. Les céréales, c'est de l'élémentaire principalement. Et quand on les fait revenir dans de l'eau, quand on vous dit tremper dans de l'eau, en fait, l'élément eau est un élément qui est lourd. Donc, ça a plutôt tendance à les alourdir. C'est pas comme ça que vous allez alléger les céréales. Pour qu'on allège les céréales, il faut qu'il y ait plus d'éléments feu. Donc, par exemple, vous pouvez les faire revenir à la poêle. C'est ce qu'on fait avec le riz et c'est comme ça qu'on crée du laja. Donc, les faire revenir à la poêle ou en tout cas utiliser l'élément feu, mais pas l'élément eau si vous voulez alléger. Ou l'élément air, mais ça va venir si la céréale vieillit, c'est-à-dire que on la stocke pendant un certain temps, du coup elle se déshydrate bien, l'élément air augmente et après on la cuit et elle va être effectivement plus légère. C'est ce qu'on appelle des céréales vieillies. Donc non, pour nous, ça ne permet pas d'être plus digeste, non. Même je dirais au contraire, ça a une tendance donc à alourdir. Comment procédez-vous pour faire cuire vos céréales et légumes? J'ai entendu dire qu'il fallait les faire bouillir à grande eau pour les céréales et légumineuses pour enlever tous les antinutriments et à l'étouffer et pas à la vapeur les légumes. Ok. Alors, pour les céréales, moi, je suis ce qu'on m'a montré en Inde. Donc, effectivement, on fait cuire ça, en particulier le riz, qui est un aliment quotidien, à grande eau. Et on attend avec la fourchette qu'on puisse couper le grain de riz. Dès qu'on peut couper le grain de riz, on arrête. Donc, c'est un peu la méthode qui est utilisée pour toutes les céréales pour savoir le temps de cuisson. Et pour les légumes, j'ai rien de spécifique sur les légumes, sur la cuisson des légumes. De plus, est-ce que la cuisson longue mais à basse température est mieux que la cuisson courte et à haute température? La réponse est oui. Parce que lorsque vous faites cuire à haute température et vite, en fait, si vous regardez vis-à-vis des doshas et vis-à-vis des 5 éléments, ça va énormément augmenter l'élément air et ça peut déstructurer l'élément. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est équilibrant de faire quelque chose très fort et très vite de toute façon sur un aliment et sur quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, alors que si vous faites cuire avec de la chaleur, mais avec de la chaleur, mais sur plus du long terme, du coup, l'élément air va être beaucoup plus stable. L'élément feu augmente parce qu'en fait, le but de la cuisson, c'est d'augmenter l'élément feu dans l'aliment pour qu'il soit plus digeste. C'est comme il fait le travail de votre feu digestif, en fait. C'est un pré-travail pour votre feu digestif. Donc, on va largement plus conseiller une cuisson longue mais à basse température pour que les 5 éléments restent stables, alors qu'une cuisson à haute température rapide a une tendance à déséquilibrer en particulier l'élément air. Et c'est l'élément air qui fait bouger les autres éléments. Donc, c'est complètement déstructurant pour l'aliment. Pourquoi l'huile de sésame en interne serait néfaste à la santé? Parce que l'huile de sésame est un intoxicant du foie. Le foie ne supporte pas les substances qui sont à la fois grasses, chauffantes et plus encore si elles sont sucrées. Le foie n'arrive pas à transformer toutes les substances qui ont ces caractéristiques-là. Or, effectivement, l'huile de sésame est grasse, c'est de l'huile. Elle est particulièrement chauffante puisque en Inde, c'est l'huile qu'on utilise pour la cuisson l'hiver seulement. Donc pour ça, et elle est sucrée. Donc pour toutes ces raisons, le foie supporte très mal. Et en particulier, donc c'est les personnes pitta et en saison pitta, c'est-à-dire l'été, qui vont le plus vite voir, c'est quasiment en 24 heures, vous allez voir l'effet. Hein. Vous avez tous les symptômes d'intoxication hépatique chez les personnes qui ont déjà des foies un peu faibles qui peuvent apparaître. Alors, ça peut faire des petites choses, hein, des boutons, des saignements, un petit point au niveau de la vésicule biliaire, ce genre de choses-là. Et donc ça, on l'apprend dès le 2e module à l'école. Donc, c'est des connaissances de débutants. En revanche, l'huile de sésame en externe est très, très bonne. Hein, elle est très, très utilisée. C'est une base de l'Ayurveda, mais pas en interne pour cette raison-là. Que pensez-vous des purées d'oléagineux? Sont-elles bonnes à prendre en cas de syndrome d'intestin irritable? Sont-elles digestes? Alors, la purée des oléagineux,
c'est bien pour les personnes qui ont des problématiques en Vata, qui ont besoin de se renutrir qualitativement, de prendre du poids. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes en Vata, c'est déconseillé pour les personnes qui ont des problèmes en Pitta, sauf la purée d'amande en petite dose. Et surtout, si vous avez des problèmes de kapha, c'est-à-dire tout ce qui est surpoids, triglycérides, hypertension, cholestérol, vous oubliez. Et en termes de saison, actuellement, on oublie ce genre d'aliments. On est au printemps et la printemps, c'est la saison détox. Par contre, c'est un aliment qui est de choix en hiver pour combattre le froid et continuer à bien se régénérer. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est un aliment qui est nutritivement qualitatif, mais qui ne va s'appliquer que si vous digérez aussi bien. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle de l'AMA. Vous allez vous intoxiquer avec cet aliment que vous n'allez pas pouvoir totalement transformer. Donc, vous comprendrez bien, sur un cas de syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est d'une part trop lourd et c'est chauffant en plus. Les oléagineux sont chauffants. Donc, ça va favoriser l'irritation en plus. Donc, déconseillé. Donc, sont-elles digestes? Non, ce n'est pas digeste, la purée d'oléagineux. C'est plus digeste que les oléagineux pas en purée, mais ça reste très, 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 très lourd. Comment peut-on savoir si l'on a des capacités extrasensorielles et comment peut-on faire pour les affiner? Donc, question à laquelle Antoine a répondu, donc je vais donner ma version. Donc, les capacités extrasensorielles, donc tout le monde en a, c'est ce qu'il vous a dit. Ce que je fais faire dans les modules intuition, c'est déterminer la capacité extrasensorielle ou les capacités qui sont naturellement plus propices à être développées chez un individu. Donc, en gros, si je demande à une personne d'utiliser son intuition, comment elle répond? Il y en a qui me donnent des couleurs, il y en a qui me donnent des choses qu'ils ont entendues, il y en a qui me donnent des ressentis, et directement, ça maxe sur le type de capacité extrasensorielle. Et une fois qu'on a chopé ça, il suffit juste de travailler quotidiennement. Et également, dans le module intuition, on a une partie de médiumnité, on fait vraiment travailler en médiumnité, et une partie d'énergétique dont Antoine Delabarre fait partie, parce que vos capacités extrasensorielles, si vous voulez bien les utiliser, il faut que vous soyez clair au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau énergétique. Donc, du coup, on a inclus des soins énergétiques pour que les personnes puissent être réellement correctement canales et avoir des perceptions qui soient le plus pures, entre guillemets, possible. Le miel est-il bon pour Vata et Pitta? Pourquoi créer-t-il des ballonnements chez un Pitta Vata? Alors, le miel est une substance qui est tridoshique, mais qui va avoir un impact particulier sur le dosha kapha grâce au fait que c'est un aliment qui soit asséchant. Donc, en l'occurrence, vous oubliez la purée d'oléagineux pour le printemps. Par contre, vous pouvez courir sur le miel. Bien sûr, c'est 2-3 cuillères à café par jour. En surquantité, ça va devenir beaucoup trop lourd pour l'organisme. Est-ce que c'est bon pour Vata et Pitta? Oui, sauf si la personne est déséquilibrée dans ces doshas-là. Parce que comme c'est une substance qui est asséchante, ça va avoir une tendance à éventuellement très légèrement augmenter Vata si le terrain est déjà propice. Si le terrain est stable, ça ne déstabilise aucun des doshas. Mais en général, ce n'est pas trop l'impact sur Vata qu'on regarde, c'est plutôt l'impact sur Pitta. Dans les contre-indications du miel, si vous avez Vata qui est très développé dans votre corps, très déséquilibré, voilà, on vous dit pas de ne pas prendre de miel. Par contre, si vous avez la même chose en Pitta, on vous dit de ne pas prendre de miel parce que c'est une substance qui est chauffante, qui ne doit pas être prise normalement l'été et dans tous les déséquilibres présents de Pitta. Donc, est-ce que ça peut créer des ballonnements? Alors, oui, à 2 raisons. Donc, c'est asséchant, mais je ne pense pas que c'est pour cette raison que ça peut créer des ballonnements. C'est parce que c'est lourd. Donc, si vous en prenez trop en quantité, que vous ne respectez pas la posologie, par exemple, vous en prenez 2 cuillères à soupe, puis vous pouvez avoir des ballonnements parce que c'est lourd à digérer. Que pensez-vous du jus de citron le matin? Je pense du jus de citron le matin que c'est bon pour 2 personnes sur 3, mais il se trouve que le 3e type de personne est très présent en France. Donc, les Français et le jus de citron, ça ne va pas trop bien ensemble souvent. C'est-à-dire que si vous avez un déséquilibre en Pitta ou vous êtes un profil Pitta, le fait de prendre du citron tous les matins, c'est très, très mauvais pour vous. Par contre, si vous avez un profil en Vata et Kapha, c'est bon pour vous le matin. Et aussi, le citron est un désintoxicant.
Donc, si vous avez des déchets dans le corps, ça aide à les transformer. Donc, ça peut être utilisé dans ce cas-là, mais chez les personnes Pitta, n'utilisez jamais de citron jaune, utilisez du citron vert. Question de médiumnité. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Oh, merci. Donc, je m'appelle Elsa. Je ne vais pas donner toutes les informations, Elsa, pour que vous gardiez votre intimité. Je fais mes études donc dans une herboristerie. Et donc, je suis anorexique depuis 6-7 ans. Bien sûr, je n'en suis toujours pas ressortie. Je suis un peu perdue dans ma vie. À cause de mon anorexie, je souffre de troubles digestifs assez violents, intestin irritable, ulcère à l'estomac et ne profite plus de la vie comme avant. Je voudrais savoir quand est-ce que j'en finirai avec cette maladie et si vous pouviez me donner quelques conseils pour me soigner sur l'anorexie. Je prends du Triphala en poudre et des fois de la Safetida. Mais j'ai peur que c'est quand je mets trop d'épices dans mon assiette que mes intestins s'enflamment. De plus, quel serait mon chemin de vie? On m'a dit que j'étais dans une autre vie, une sorcière et guérisseuse. Est-ce la même vie d'ailleurs? Et je voudrais en même temps découvrir mes capacités extrasensorielles si j'en ai. Bref, je fais appel à vous pour voir où est-ce que la vie va me mener et si je vais arriver à enfin vivre la vie dont j'ai envie et dont je rêve. Merci infiniment. Alors, donc il y a pas mal de questions là. Je vais prendre la première. La première dans l'ordre, c'est... Je voudrais savoir quand est-ce que j'en finirai avec cette maladie. Alors, vous allez en finir avec cette maladie, mais la manière dont vous êtes programmé actuellement, c'est-à-dire ce que votre inconscient reflète, vous n'êtes pas programmé pour vous en sortir tout de suite. Donc j'ai votre âge, vous avez 20 ans. J'ai une guérison aux alentours entre 30, exactement à 34 ans. Donc ça laisse un peu de temps. Ça signifie plusieurs choses que je vais expliquer. Déjà, ça signifie que vous êtes programmé inconsciemment sur cet âge-là. Parce que ce que vous compensez, réglez à travers cette maladie, a besoin de ce temps-là. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Donc, voilà, je pense que ça serait pas mal de travailler là-dessus. Mais ce n'est pas si simple que ça, comme je vais l'aborder dans la suite. Puisque ce qui est intéressant dans votre question et qui peut intéresser beaucoup de personnes, c'est qu'on va prendre les choses vraiment de manière holistique. Donc, moi, en tant que médium, je vous dis, il y a une guérison à 34 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en Ayurveda? C'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut faire en Ayurveda? En Ayurveda, comme le disait Antoine, en fait, l'anorexie n'est pas un problème physique. Donc, je peux vous donner des plantes, ça va peut-être calmer votre stress, vous aider mieux à digérer, mais je ne règle pas le problème de cette manière-là. C'est une problématique qui est d'ordre mental. C'est-à-dire qu'il y a 3 qualités qui est possible d'avoir dans le mental. Un mental lumineux, un mental hyperactif ou un mental qui est plutôt dans l'ignorance de soi et du soi. Et en l'occurrence, lorsqu'on souffre d'anorexie, vous êtes dans le 3e état, c'est-à-dire que vous vous ignorez vous-même et votre mental est ce qu'on appelle tamasique. Et c'est ça qu'il faut qu'on règle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, malgré que ça vous pourrisse la vie, malgré que ça puisse atteindre non seulement votre santé, mais peut-être même votre vie, eh bien, il y a quelque chose qui vous dit de ne pas manger. Et vous répondez à cet appel. Et c'est cet appel-là qu'il faut qu'on règle. Et effectivement, il faut voir d'où ça vient. Donc, en Ayurveda, on va vous soutenir sur le plan physique. Donc, vous pouvez effectivement, c'est une bonne idée, Triphala et la Safetida. Comme vous avez tendance à souffrir de sécheresse en anorexie, je vous conseille de prendre plutôt le Triphala sous forme de décoction que de le prendre en poudre. Mais en fait, et ça va être très difficile pour vous, c'est qu'il va falloir plutôt que vous penchiez sur l'aspect psycho-émotionnel. Parce que c'est là qu'on va débloquer le problème. Donc, il y a besoin d'un suivi physique pour aider votre corps à essayer de gérer le mieux possible l'attitude toxique que vous avez envers vous-même. Et il y a besoin surtout d'aller chercher la cause, mais qui est sur un plan qui est pas physique.
De plus, quel serait mon chemin de vie? On m'a dit que j'étais dans une autre vie, une sorcière et une guérisseuse. Est-ce la même vie? Je voudrais en même temps découvrir mes capacités extrasensorielles si j'en ai. Alors, quel serait mon chemin de vie? Alors, donc, actuellement, vous étudiez l'herboristerie. Donc, vous êtes plutôt dans un domaine qui vous convient. Et puis, on sait en général que les personnes anorexiques ont plutôt un beau potentiel intellectuel. C'est un certain profil qui devient anorexique. Et donc, je me fais aucun souci pour vous dans vos études. Bon, après, si la maladie est trop développée, effectivement, ça peut avoir un impact sur votre mémorisation. Donc, vous êtes dans un bon domaine pour vous, mais vous n'allez pas vous... Donc, je pense fortement qu'autour de vos 27 ans, vous allez être thérapeute et vous allez être une très bonne thérapeute, bien que vous serez encore aux prises de l'anorexie. Et ce ne sera pas herboriste que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez étudier un certain nombre de choses. Tout vous paraît intéressant, mais rien va vraiment vibrer profondément à l'intérieur de vous. Et autour de 25 ans, vous allez découvrir quelque chose. Et ce quelque chose va être une spécialité que vous ne connaissez pas encore. Va être une spécialité que vous allez faire et vous allez devenir très bonne là-dedans. Donc, après que vous étiez dans une autre vie, une sorcière, une guérisseuse, alors ça, c'est un, comment dire, c'est un best-seller de la vie antérieure, ça. En tout cas, la réincarnation, c'est jamais pour faire la même chose. Donc, c'est une information à prendre pour peu qu'elle soit juste. Mais voilà. Par contre, en termes de vie antérieure, ce qui est intéressant vous concernant, c'est que vous souffrez d'anorexie. Et vous me dites que vous avez 20 ans et ça fait déjà 6-7 ans que ça dure. Donc, ça s'est déclenché autour de votre 13-14 ans. Et de ce que je vois, vous avez déclenché un cycle de 20 ans. Donc, si à 13-14 ans, vous déclenchez, justement, en âge pita, c'est en fait, tout le moment où le feu augmente chez vous, il y a cette maladie qui vous suit. Et c'est quand vous arrivez au pic de l'élément feu, à 35 ans, que c'est plus là. Donc ça a une belle tête de bagage karmique, en l'occurrence. C'est-à-dire que, de ce que j'ai vu, dans votre dernière vie, vous étiez un homme et il est fortement possible qu'il y ait quelque chose du l'ordre, vous avez refusé de manger, ou manger, c'était pas important, ou il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ça a créé une information énergétique que vous vivez aujourd'hui de plein fouet, qui est une interdiction de manger. Donc, c'est aujourd'hui, en termes de bagage karmique, c'est ça que vous avez besoin de régler. Et je vous parle de bagage karmique parce que, comme je vous ai dit, je vois qu'une guérison à 34 ans, or, ça va faire 20 ans de maladie si mes prédictions sont justes et s'il n'y a rien qui se déclenche d'ici là. Donc ça, c'est une belle tête de bagage karmique, soit sur votre lignée, soit correspondant à votre âme, qui est que à un moment donné, dans votre lignée ou vous-même dans une autre vie, vous avez refusé de manger alors que vous pouviez manger. Et c'était pas du tout en lien avec l'harmonie. Vous avez créé une information énergétique dysfonctionnelle assez forte parce qu'à mon avis, vous avez vraiment voulu ne pas manger. Moi, je vous vois vraiment, vous avez peut-être fait une sorte de grève de la faim. Je vous vois même physiquement, on dirait que vous étiez... il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et si en plus, c'est la raison de votre décès, il est fortement possible que dès le karma commence à revenir, hop, on a ce genre de choses qui apparaît. Donc, sachant ça, si vous voulez purger le karma plus rapidement, puis ça me permet de parler de ce thème-là de manière concrète, il faudrait que vous interveniez, que vous donniez de l'argent dans une association de lutte contre la faim. Et donc ça va purger beaucoup, beaucoup plus rapidement le karma que vous avez à ce sujet-là. Donc, vous voyez, là, on parle un peu de soins holistiques. On a parlé pour l'anorexie de soins énergétiques. Il y a des soins au niveau physique, donc vous prenez des plantes. Il faut regarder l'émotionnel et le psychologique pour le débloquer. Et il y a aussi du karmique. Et en fait, c'est ça du soin holistique, c'est tout voir en même temps et tout parce que tout c'est le même problème mais à différents niveaux.
Et dans l'idéal, pour accélérer les choses, c'est bien de tout prendre, de tout faire en même temps, mais surtout au niveau causal, c'est-à-dire au niveau du karma. Donc, je vous invite, le premier soin que je vous dirais pour votre anorexie, c'est donner un peu d'argent ou de votre temps dans une association de lutte contre la faim. Ça va vraiment accélérer énormément parce qu'en fait, ce que la vie vous demande, c'est de faire l'inverse aujourd'hui du karma que vous avez créé. Et tant que vous n'aurez pas fait suffisamment l'inverse, vous serez sous cette énergie-là, qui a aussi donc qui est corroborée au niveau mental, au niveau émotionnel, donc au niveau physique. Voilà. Et pour vos capacités extrasensorielles, alors, si l'anorexie est très forte chez vous, vous n'êtes pas dans des bonnes conditions pour développer des capacités extrasensorielles. Parce que, comme je vous disais, une bonne partie de votre esprit est tamassique. C'est-à-dire que quand vous avez des peurs de manger quelque chose alors que vous êtes en sous-poids, clairement, on n'est pas sur la bonne réponse intellectuelle. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui bloque. Donc, le fait de capter des informations d'ordre médiumnique ou intuitive avec ce type d'esprit, alors pour vous, vous oubliez, à votre sujet, vous oubliez, vous n'aurez rien, parce que vous vous êtes construite pour en plus pas vous écouter, hein, parce que pour supporter l'anorexie, il faut avoir une capacité à ne pas s'écouter. Donc, ça, pour les autres, il faut que vous retrouviez un peu d'amour de vous, hein. L'anorexie, c'est vraiment un signe de non-amour de soi, puisque vous pouvez vous-même vous faire mourir de faim, hein. Donc, vous avez des capacités extrasensorielles comme tout le monde, mais tant que l'anorexie n'est pas sous contrôle et que chaque jour, vous ne mangez pas un peu plus, ou vous ne faites pas des choses qui sont en lien avec « je veux m'aimer », je veux prendre soin de moi, je veux en terminer avec cette manière toxique de me considérer. N'allez pas sur la médiumnité, l'intuition. Vous allez avoir des choses fausses et qui risquent de vous emmener dans le mur. Donc, je vous le déconseille parce qu'en fait, vous souffrez d'une maladie, comme on dit, une anorexie mentale, donc d'une maladie d'ordre psychologique. Et pour la médiumnité et l'intuition, il faut que la psychologie soit stable. Voilà, Elsa. Je crois qu'il reste quelques questions dans le chat. Là. Alors, est-ce que les bijoux qu'on porte, des bagues ou des colliers avec des pierres, rentrent dans le principe de la pranathérapie ou c'est différent? Nissa, je pense que tu confonds avec la lithothérapie, qui est l'utilisation des pierres à but de guérison. Là, la pranathérapie, c'est l'utilisation donc d'une énergie qu'on ne voit pas, que tout le monde a, qui est partout autour de nous, qu'on canalise pour rééquilibrer les corps énergétiques. Donc, c'est différent, oui. Bonjour, y aura-t-il des formations pratiques en Inde sur la pranathérapie? Alors, franchement, moi, j'ai été formée à la pranathérapie en Inde. Je vous conseille franchement de vous former en France, hein. Nos enseignants sont bien meilleurs que ceux que j'ai eus. Donc non, on ne va pas faire de formation en pranathérapie en Inde. Quoique maintenant, moi, je dis non de manière absolue à rien. Pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas. Le bringarage favant interne est-il efficace pour la chute des cheveux chez les hommes et la pilosité excessive? Alors, pour la chute des cheveux, oui. Et pour la pilosité excessive, ça, c'est en général un excès de testostérone. Je pense que ça va aggraver le problème, hein, de prendre du bringarage en interne. Pour les aspérités de la peau, toujours après exposition au soleil, ce sont des petits boutons rugueux qui se forment. Ouais. Ma peau n'est plus lisse, cela dure même après qu'il n'y ait plus de soleil. Alors ça, c'est une maladie de peau liée à la déshydratation. C'est un problème de maladie de peau d'ordre Vata, quand il y a ce genre de choses-là. Donc, il faut s'assurer que votre transit il est régulier. Donc, vous pouvez prendre du Tripala et vous assurer surtout que le transit est régulier, sinon ça restera le problème. Et hydrater. Hydrater, je veux dire, avec de l'huile. Alors, pas d'huile de sésame. On ne met pas d'huile de sésame, donc on a dit en interne, et on n'en met pas sur les problèmes de peau parce que ça aggrave le problème. Moi, je mettrais bien quelque chose de l'ordre, peut-être du beurre de karité.
qui est très refroidissant, donc ça va contrecarrer l'aspect chauffant du soleil. Bon, après, du ghee sur la peau, c'est pas exceptionnel, mais du ghee, plutôt ce genre de substance-là en externe. Huile de brahmi en interne, 1 cuillère à soupe. Hein? Et la seule conseil pour améliorer la mémoire. Alors, à ma connaissance, l'huile de brahmi ne se prend pas en interne. Le jus de brahmi, oui. La poudre de brahmi, oui. Des alcools médicalisés à base de brahmi, oui. Des confitures à base de brahmi, oui. Du ghee à base de brahmi, oui. Mais de l'huile à base de brahmi, à ma connaissance, non. Donc, moi, je la conseille dans le nez, à entre 2 à 4 gouttes par jour. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui donnent ça en interne. Mais j'ai jamais vu et moi, je ne donne pas en interne. Donc, la chose la plus proche que je donne, c'est du ghee médicalisé avec de la brahmi en interne. Mais l'huile, non. Bonjour Isabelle, 54 ans. Bonjour Isabelle. Fibromyalgique. Ça s'écrit avec un F. Fibromyalgique. Suivi un praticien ayurvédique depuis 7 mois. On me dit de travailler sur le fond, mais je ne sais pas d'où il vient, ou je ne sais pas comment m'y prendre. Ah ok, on vous dit de travailler sur le problème de fond, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Ah, c'est sûr que si on vous dit juste ça, pour aller plus loin, ça va être compliqué. Le problème de fond, c'est quoi le problème de fond? En fait, vous avez la fibromyalgie répond à un ordre interne que vous avez, qui n'est pas conscientisé, qui est que vous avez peur d'avancer. Alors, ça concerne peut-être un domaine de votre vie ou votre vie en général. Vous avez peur d'avancer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve en théorie. Là, je l'ai lu directement, mais on retrouve en théorie sur cette maladie. Et donc, vous préférez ne pas bouger que de risquer un échec en avançant. Et ça, effectivement, c'est vraiment ce genre de disposition intellectuelle. Bon, je sais que c'est inconscient. Ça donne tout le temps un lit à ce type de maladie. Donc, partez plutôt du principe d'avancer pour réussir et non pas d'avancer au risque d'échouer. Voilà, c'est là-dessus que vous avez besoin de travailler sur le fond. Et bien sûr, c'est sûrement relié à une situation dans votre vie. Et c'est très simple à trouver. C'est depuis quand est-ce que vous êtes fibromyalgique? À suite de quoi vous êtes devenu fibromyalgique? Bon, alors, à nouveau, Isabelle, je cherche une formation, mais je ne sais pas comment... mais je ne sais pas comment faire des choix ou m'orienter. Merci de votre aide. Oui, ça, c'est le problème de l'échec que vous présentez. Donc, partez du principe, il faut que vous acceptiez l'échec et que vous avanciez dans l'idée de réussir. Si vous acceptez l'échec et que vous avancez dans l'idée de réussir, qu'est-ce que vous choisissez comme orientation? Je suis sûre que vous l'avez, mais que vous en avez peur, en fait, de la réponse. C'est pour ça que ça bloque tout. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est pas conscient, bien sûr, mais vous bloquez l'énergie de vie et du coup, c'est ça qui provoque les douleurs. C'est de l'énergie qui est bloquée parce que l'énergie vous dit « va dans ce sens-là » et vous avez peur, vous bloquez. Donc, dès que vous allez trouver votre orientation et que ça vous parle et que vous allez vous libérer de la peur pour accepter de réussir, ça devrait largement améliorer vos symptômes. Anissa, j'ai envie de quitter mon travail pour m'orienter vers l'Ayurveda. Est-ce ma voie? Aussi intérêt fort aux plantes, leur culture est bien fait. Nissa, ça répond bien. J'ai envie de m'orienter pour l'Ayurveda en Tunisie. Moi, je le sens très, très, très bien. Organiser des stages, parce que c'est pas connu en Tunisie.
Et il y a vraiment, et pourtant, il y a une mentalité qui matche bien avec la mentalité de l'Ayurveda. Ouais, moi, je t'encourage plutôt dans ce sens-là. Par contre, j'ai pas trop la culture des plantes parce que on est plus sur diffuser des connaissances. Ouais, diffuser des connaissances. Moi, je te vois faire des stages où les gens viennent manger, parler d'Ayurveda, où en gros, tu t'évoques tous les basiques. Je le vois dans une maison, mais je vois pas trop les plantes et tout ça. Et ça me renvoie l'information que c'est quelque chose qui n'est pas rentable, l'histoire des plantes. Et que tu risques de t'épuiser avec ça, quelque chose de cet ordre-là. Bonjour Sylvie, j'ai 65 ans, je suis Vata Pitta et depuis quelques mois, j'ai des problèmes articulaires, tendinite, craquement, tendinite, craquement des épaules et genoux bloqués. Je suis flexitarienne et fais du pilates. Et il y a une question? Il n'y a pas de question. Donc, je suppose c'est pourquoi est-ce que j'ai ça ou qu'est-ce que j'en dis? Euh, Comme vous avez des problèmes articulaires, mettez de l'huile Murivena sur les articulations déjà. Ça va améliorer. Ça s'appelle Murivena Thailam. Vous trouvez ça sur les sites que j'ai cités plus haut. Parce que en fait, là, sinon, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire quoi que ce soit vraiment d'autre. Je suis née. Alors, Valérie. Donc, vous avez besoin de mes lumières. Vous êtes née à telle date. Vous avez 55 ans, vous êtes 30 ans, vous êtes professeur de yoga. Pas complètement heureux sentimentalement. Ma vie est vide de sens. En fait, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Effectivement, en fait, vous n'êtes pas vide parce que vous êtes vide. La phrase qui veut dire. Vous n'êtes pas vide parce que vous êtes vide, mais vous êtes vide parce qu'il y a un verrou, en fait. Et l'énergie ne passe pas. Quelque chose qui bloque. Ouais. Et un truc que vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas venir en stage de pranathérapie? Ouais. De toute façon, ça va. Et de toute façon, la vie est merveilleuse dans ce sens-là, mais on n'aime pas trop quand ça fait ça. Mais la vie pousse toujours dans un sens de toute façon. Et soit ça pousse vers le positif, soit quand ça bloque, ça pousse vers du négatif. Donc de toute façon, la vie va essayer de pousse de toute façon là où il y a le blocage. Mais vous, ce que vous ressentez, c'est pas le blocage, c'est le vide que ça crée, puisque l'énergie ne coule pas. Donc vous risquez d'avoir des symptômes qui apparaissent. Hein. Et je dis, alors, si je regarde d'un point de vue holistique, c'est pas négatif, dans le sens où c'est la vie qui va appuyer là où il faut débloquer. Donc, regardez les symptômes que vous avez. Donc, peut-être que si vous vous sentez vide, ça veut dire qu'il faut remplir. C'est l'information qu'on a maintenant. Vous remplir de quoi? Est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel? Est-ce que c'est quelque chose de mental? Est-ce que c'est une activité? Qu'est-ce qui bloque? Qui est-ce qui bloque? Quelle situation bloque? Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous? C'est le type d'état d'esprit pour trouver ce qui bloque. On m'a dit guerrière de lumière, vieille âme, quel bagage karmique dois-je guérir? Et ma mission de vie, Philippe est-il la personne avec qui je peux continuer ma vie pour me développer au mieux ou pas? Alors, pour tout le monde, une vieille âme, c'est une âme qui a acquis les manières dont l'univers fonctionne. Donc, en général, il y a beaucoup de sagesse chez ces personnes-là et elles vont naturellement bien. Et elles ont des... Donc, voilà. Et vous êtes encore dans un bagage karmique assez classique. On sent, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais ce que je sens, c'est vous avez un bagage de famille,
parce que vos enfants, ça fait partie de votre karma, hein, de votre bagage karmique, hein, parce qu'on a aussi des bagages karmiques qui sont agréables. Compagnons. Donc ça, c'est issu de désirs qui restent très dans la vie matérielle. On n'est pas encore dans quelque chose qui est très en lien avec peu de bagages karmiques et beaucoup de spiritualité dans le karma que vous avez développé. Et je vois le yoga, genre j'ai l'impression que vous ne dites pas ça, mais j'ai l'impression que vous êtes devenu professeur de yoga et que vous aviez un autre travail avant et que le yoga est là pour vous supporter à un moment où le travail d'avant, c'était pas très supportable. Donc, vous avez l'air d'avoir un bagage karmique qui a besoin d'être supporté par le yoga. Sinon, ça devient insupportable, tellement c'est lourd, entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a toujours cette notion de blocage qui revient chez vous. Et je dirais que là, le bagage karmique que vous avez, c'est quoi ce blocage? Il y a... Parce que la vie vous a donné quand même un certain nombre de choses, mais il y a quelque chose qui... Philippe est-il la personne avec qui je peux continuer ma vie pour me développer au mieux ou pas? En fait, le fait d'être célibataire vous ferait beaucoup de bien. Le fait de chercher... Alors, si vous êtes avec... Vous m'avez dit que vous étiez en couple. Enfin non, vous n'étiez pas complètement heureuse sentimentalement. Donc, ça suggère que vous étiez en couple. En fait, ouais, c'est ce que je pensais. Je n'osais pas le dire pour l'instant, mais le blocage me semble venir de là. Je vous déconseille de vouloir être heureuse sentimentalement, dans le sens, ça va devoir repasser par vous pour qu'ensuite ce domaine se débloque. Et là, en fait, il me semble que vous avez justement, rien que ça se voit dans votre question, c'est pas une question de personne là, c'est une question de vous. Donc, laissez vivre la relation avec cette personne, vous verrez où ça vous mène ou où ça ne vous mène pas. Mais vous devriez laisser tomber le besoin, c'est ça, le besoin de cette vie sentimentale pour mieux vous retrouver, mieux débloquer. Et éventuellement, les choses, ensuite, la vie va s'aligner avec vous. Et soit Philippe, c'est le bon partenaire, soit c'est pas le bon partenaire. Mais il y a une forme de dépendance à la relation sentimentale. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est pour donner un peu l'énergie que j'ai et qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque. Voilà. Je veux donner de l'argent dans une fondation en Inde. Est-ce là où je dois aller? Enfin, si vous devez donner de l'argent à une fondation en Inde, donnez-les à des femmes qui ont perdu leur mari, qui doivent subvenir pour leurs propres besoins. Ça va supporter ce que vous avez à faire. Y a-t-il des plantes ayurvédiques contre l'excès de testostérone? Oui, la shatavari, notamment. La shatavari, et c'est un travail global, il faut diminuer pitta dans le corps, donc avec d'autres plantes, mais celle que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est la shatavari, qui, à l'inverse, augmente plutôt les oestrogènes. Isabelle, y a-t-il une de vos formations qui puisse me correspondre? Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit, Isabelle. Fibromyalgie. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait correspondre? C'est bizarre, c'est la photo qui ressort. Ça n'a rien à voir avec ce que vous me demandez. Je ne vois pas trop mes... Vous voyez, je ne suis pas dans la vente hein, de mes formations. Là, je ne vois pas trop mes formations. Mes formations, si vous les faites, ce sera à titre individuel, mais je ne le vois pas à titre professionnel. Quoique, l'Ayurveda et vous, ça match quand même. Y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Isabelle, arrêtez de bloquer, j'arrive pas à lire. S'il vous plaît. Laissez-moi lire correctement. C'est bizarre, il y a cette notion de photo. Ça va pas de voir un appareil photo et de la photo et quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, vous, ce qui vous éclaterait, en fait, si vous choisissez tous les milieux de l'Ayurveda, ce genre de choses-là, ça part du soin de soi. Mais vous avez l'air d'avoir quelque chose avec l'artistique hein, qui est beaucoup plus excitant pour votre âme. Donc, venez faire des stages chez nous. À commencer, on a celui de ce week-end avec les méditations, les mantras pour débloquer les situations et vous aligner. Mais je pense aller chercher du côté de l'artistique, c'est ce qui résonne très fort chez vous. Oui, vous avez l'air d'être une artiste. Ouais, vous avez l'air d'être une artiste. Oui. Hop. Alors attendez, hop. Et Nissa, y a-t-il un soin pour un pingécula dans les yeux? Un petit amas jaune dans le blanc de l'œil. On préconise une chirurgie esthétique, mais je préfère éviter. Alors, oui, on aurait des soins. Ah ben Nissa, on est en train de retravailler sur le prochain voyage en Inde. Je crois que je vais finir ce mois-ci. Faudrait que tu viennes pour faire les soins dont je vais te parler. Parce que ce qui serait bien, c'est d'apposer des sangsues, parce qu'il y a un excès de pita dans l'œil. Apposer des sangsues et mettre des collyres dans les yeux. Peut-être que tu pourrais regarder sur la boutique bio.fr. Il doit y avoir quelque chose qui s'appelle iTone. Qui pourrait aider, parce que là, il ne faut pas nourrir l'œil, parce que c'est une accumulation. Oui, on espère que vous allez être... J'ai pas mal de demandes pour le prochain voyage en Inde qui va être complètement différent. On est en train de préparer un internat où les élèves vont aller dans différentes parties de l'hôpital et faire de la pratique. Et ce sera à Pune cette fois. Donc, on est en train de finaliser ça. Donc voilà, Sensu, quoi qu'on peut en apposer en France, iTone. Et je pense que Ouais, c'est tout déjà dans un premier. Voilà, bon, bah, c'était un long YouTube live. Donc, je sais que vous n'avez pas pu voir Antoine Delabarre parce que YouTube Live ne veut pas partager son écran, mais j'ai enregistré avec Zoom. Donc, je vais mettre le Zoom sur le YouTube et donc vous pourrez voir la magnifique énergie d'Antoine. Donc voilà, et ben, écoutez, très bon mois d'avril. Et puis, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau YouTube Live. À très bientôt.